Hello! Bienvenue dans Derrière la porte bleue, le podcast où je vous invite à explorer un univers unique et inspirant où spiritualité et psychologie se rencontrent. Au fil des épisodes, nous intégrerons également des réflexions sur la maternité, le droit et des aventures de voyage. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière la porte bleue. Et ce n'est pas n'importe quel épisode parce que c'est le 10e. Déjà 10 épisodes que l'on partage ensemble et vraiment, je suis vraiment fière de ne pas avoir lâché et de continuer et j'espère continuer encore longtemps. Même en vacances, comme vous pourrez peut-être l'entendre derrière avec le son des cigales, je ne lâche pas, je continue. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions d'une personne qui vous accompagne depuis le premier jour de votre vie. Une personne qui connaît toutes vos peurs, tous vos rêves, toutes vos blessures, mais aussi et surtout tout votre potentiel. Cette personne, vous l'aurez deviné, c'est vous. Ou plutôt cette petite voix qui ne s'arrête presque jamais de parler dans votre tête. Vous savez, cette voix qui vous souffle: tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez compétent, les autres sont bien meilleurs que toi, tu vas encore échouer. Mais c'est aussi parfois cette voix qui peut vous dire: tu as déjà surmonté tellement d'épreuves, essaye, tu verras bien, tu peux apprendre, tu en es capable. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Si votre voix intérieure, votre dialogue intérieur était une personne assise à côté de vous toute la journée, auriez-vous envie de passer du temps avec elle? Prenons quelques secondes pour y réfléchir, parce que bien souvent, nous acceptons de nous parler d'une façon que nous n'accepterions jamais venant d'un ami. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à reconnaître cette petite voix, à comprendre d'où viennent certaines pensées limitantes et surtout à transformer ce dialogue intérieur pour qu'il devienne un véritable allié. Les pensées ne sont pas toujours la vérité. Notre cerveau produit des milliers de pensées chaque jour. Certaines sont utiles, d'autres sont totalement automatiques. Et beaucoup ne sont pas des faits, mais des interprétations que l'on fait. Imaginez que vous envoyez un message à une amie. Elle ne répond pas pendant plusieurs heures. Votre cerveau peut immédiatement inventer une histoire. Elle est fâchée contre moi. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Alors qu'en réalité, elle est peut-être simplement occupée. Mais notre cerveau adore combler les vides. Il cherche à nous protéger, mais il le fait souvent en imaginant le pire des scénarios avec des mots cruels que jamais nous utiliserions si on s'adressait à un ami. Le problème, c'est que lorsque nous répétons une pensée encore et encore, nous finissons par la considérer comme une vérité. Je suis nul, je ne mérite pas d'être heureux, je ne suis pas capable. Et à force, ces phrases deviennent presque invisibles, cachées, tellement elles sont familières. Et pourtant, elles influencent chacune de nos décisions et peuvent totalement nous saboter. Le piège de ces pensées limitantes, c'est qu'elles créent un conflit interne et parfois nous bloquent dans une période de rumination. Cela nous empêche d'avoir une sorte de clarté mentale. Mais que signifient véritablement les pensées limitantes? Parce que pour pouvoir les identifier, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Et les pensées limitantes, ce sont toutes ces petites phrases que nous répétons sans même nous en rendre compte. Comme par exemple, «Oh, je suis trop vieille pour changer. C'est trop tard, j'ai plus l'âge». Ou «Je ne suis pas assez intelligent, intelligente». Les autres, ils réussissent parce qu'ils ont de la chance. Ou alors: «J'ai loupé le coche, pour moi, c'est trop tard. Je dois être parfait et si je me trompe, ce sera encore un échec». Et ces pensées ne naissent pas par hasard. Elles viennent souvent de notre éducation, de certaines expériences, de remarques entendues pendant l'enfance ou de comparaisons répétées. Et avec le temps, nous les adoptons comme si elles faisaient partie de notre identité. Mais il existe une différence immense entre dire j'ai échoué et dire je suis un échec. L'un décrit une situation, l'autre définit toute une personne. Et c'est là toute la cruauté. Parce que si on reste bloqué sur le je suis un échec, on est trop dur envers nous-mêmes puisqu'on s'attaque à notre personne et pas à un fait, à une situation de fait, où on a juste échoué sur une opération. Et cette nuance, elle change absolument tout, et surtout le regard que l'on porte sur soi-même. La première, elle décrit un événement, une expérience, un moment de notre vie. Alors que la seconde, ça devient une étiquette que l'on se colle sur notre identité. Et pourtant,
Nous ne sommes pas notre dernier échec. Vous n'êtes pas une rupture, un licenciement, un examen raté ou un projet qui n'a pas abouti. Vous êtes une personne qui a vécu une expérience et c'est tout. Imaginons un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des dizaines de fois. Et est-ce que on le regarde en disant: «Oh là là, cet enfant est un échec»? Mais bien sûr que non. On dit simplement qu'il est en train d'apprendre. Alors pourquoi, une fois adulte, on ne garde pas ce raisonnement-là? On ne le calque pas sur notre propre expérience, sur notre propre vie en tant qu'adulte? Pourquoi nous ne sommes pas capables d'avoir autant de bienveillance envers un enfant qu'envers nous-mêmes? Chaque erreur est finalement une information, une mine d'or. Ce n'est pas une définition de qui nous sommes. Souvenez-vous-en, vous pouvez échouer à quelque chose sans être un échec. Cette différence paraît subtile, mais elle peut transformer votre façon de vous regarder et votre manière d'avancer. Et bien souvent, les personnes qui réussissent sont celles qui ont échoué des dizaines de fois auparavant. Car l'échec permet de s'entraîner, de se remettre en question, pour s'améliorer ou alors se poser les bonnes questions quant à la direction que l'on veut prendre ou donner à un projet. Donc finalement, c'est une richesse d'échouer. Ça permet de se recalibrer. Mais alors, comment fait-on? Comment transformer ce dialogue intérieur négatif en levier de confiance? Comment devenir la pom-pom girl de sa propre vie? Comment faire de notre dialogue intérieur un allié plutôt que son pire ennemi? Bonne nouvelle, notre cerveau, il est capable d'apprendre toute notre vie. On parle de neuroplasticité et je trouve ceci fascinant, véritable gémeau que je suis et qui adore apprendre, se cultiver. Je suis fascinée par l'infinie possibilité de se réinventer chaque jour, si on le souhaite. Alors, chaque fois que vous remettez en question une pensée automatique, vous créez une nouvelle possibilité. Mais attention, que l'on ne se méprenne pas. Il ne s'agit pas de se mentir. Si vous pensez je suis un incapable et qu'on le remplace immédiatement par je suis extraordinaire, ça ne sera probablement pas crédible pour votre cerveau. En revanche, on peut le remplacer par quelque chose de plus réaliste. Pour commencer, par exemple, je suis en train d'apprendre ou alors je ne sais pas encore le faire, mais j'apprends. Le simple mot encore change tout. Je n'y arrive pas encore. Ça laisse une porte ouverte à notre cerveau. Et une autre question peut également transformer notre dialogue intérieur. Est-ce que cette pensée est un fait réel ou une interprétation que l'on fait? Très souvent, on réalise que ce n'est qu'une histoire que notre cerveau raconte. Et donc, on a le droit d'en écrire une nouvelle. Et encore, je pense même qu'il est possible de se répéter chaque jour, par exemple dans son miroir, que l'on est extraordinaire, tout en étant convaincu de cela, en le ressentant au plus profond de nous. Et je suis certaine qu'à force, ça peut influencer notre taux vibratoire, notre aura. Et comme on le sait, c'est la répétition qui crée l'habitude, et donc la réalité. Alors, il ne faut surtout pas hésiter à se le répéter chaque jour. Enfin, à mon sens, pour créer le changement, il, il est vraiment important d'écouter nos pensées sans les juger, sans s'énerver contre nous-mêmes. Vraiment essayer de les observer de manière neutre, de réussir à mettre une certaine distance. Comme par exemple donner un nom ou un surnom à cette voix pour réaliser qu'elle ne définit pas qui nous sommes vraiment. Je sais que certains le font pour l'ego, par exemple. Quand l'ego prend trop de place, je sais que certains le considèrent comme par exemple un chien, le visualisent comme un chien et quand ça prend trop de place dans leur vie, leur dit, de retourner à leur panier. Pour que justement, en fait, l'ego arrête de prendre trop de place dans le mental. Et ensuite, je pense qu'il est vraiment très important donc de remplacer ces phrases d'échec, comme «je vais rater», par des phrases beaucoup plus positives, d'encouragement, comme «je fais de mon mieux». Et à cela, à ajouter des actions concrètes, en répondant à des doutes par des faits réels, à des preuves de nos réussites passées. Parce que vraiment, si l'on identifie nos pensées, que l'on pratique l'autocompassion et qu'on recadre ce discours négatif, nous transformons forcément une critique sévère en un guide constructif. On peut même aller encore plus loin.
On peut se questionner pour savoir si cette voix critique, elle apparaît dans des situations précises, comme au travail, en public ou en privé. Et s'il s'agit plutôt de la peur du regard des autres ou d'une culpabilité personnelle quelconque. Ces réponses vont nous permettre de pouvoir mieux localiser les déclencheurs, pour ensuite débloquer ces croyances limitantes. Une autre remarque, avant de proposer un petit exercice, j'ai envie d'apporter une nuance. Pensez-vous que l'intuition et la voix intérieure soient la même chose? C'est une excellente question, car on confond très souvent les deux. Pourtant, elles n'ont pas la même origine ni le même effet. La voix intérieure ou le dialogue intérieur, c'est le flot de pensée qui nous accompagne toute la journée. Elle est influencée par notre éducation, nos expériences, nos peurs, nos croyances, les remarques que nous avons entendues au fil des années. Elle peut être encourageante ou très critique. La voix intérieure, elle parle beaucoup. Elle analyse, elle compare, elle juge, elle imagine plein de scénarios. Elle cherche souvent à nous protéger, mais elle peut aussi nous limiter, voire nous saboter. La petite voix intérieure, elle est dans le mental. Alors que l'intuition, c'est différent. Elle ne ressemble pas à un long discours, c'est souvent une sensation calme, une évidence, un ressenti profond qui apparaît sans que vous puissiez toujours l'expliquer. Par exemple, on rencontre quelqu'un et sans raison apparente, on sent immédiatement on se sent immédiatement en confiance. Ou alors au contraire, on ressent un immense malaise. Ou encore, un autre exemple, on hésite entre deux choix et l'un d'eux nous procure une sensation de justesse, même si on ne peut pas encore le justifier. L'intuition, elle ne cherche pas à convaincre. Elle est vraiment discrète, stable. Elle ne s'impose pas par la peur. Alors, comment on peut les distinguer? Voici une image que j'aime beaucoup. C'est celle d'imaginer qu'on est au bord d'un lac. Et la voix intérieure, ce sont les vagues en surface. Elles bougent sans cesse, elles font du bruit, elles changent avec le vent. Alors que l'intuition, elle, elle ressemble plutôt au fond du lac. Même quand la surface est agitée, le fond reste calme. Autrement dit, la peur, elle crie. L'ego, il argumente et l'intuition, elle murmure. Si vous le voulez bien, je vais vous proposer quelques indices. Par exemple, la voix intérieure, elle analyse sans cesse, alors que l'intuition, elle ressent simplement. La voix intérieure, elle est souvent liée à la peur ou au contrôle, alors que l'intuition, elle est souvent liée à un sentiment de justesse. La voix intérieure, elle change facilement d'avis, alors que l'intuition reste étonnamment constante. La voix intérieure, elle cherche des preuves, alors que l'intuition n'a pas toujours besoin d'explications. Enfin, la voix intérieure peut être critique ou culpabilisante, alors que l'intuition, elle est généralement paisible, même lorsqu'elle invite à un choix difficile. Il y a une nuance importante à préciser, c'est qu'il est facile de prendre une peur pour de l'intuition. Par exemple, je sens que je ne dois pas postuler à ce poste, peut être de l'intuition, mais cela peut être aussi de la peur de l'échec déguisé. Alors pour cela, il est utile de se poser une question qui peut faire toute la différence. Si je retirais la peur du jugement, de l'échec ou du regard des autres, est-ce que je ferais toujours le même choix? Si la réponse est oui, il est plus que probable que vous soyez en train d'écouter votre intuition. Si la réponse est non, c'est peut-être que votre dialogue intérieur tente de vous protéger. Alors, avant de conclure, j'ai envie de vous proposer un petit exercice très simple. Pendant les prochains jours, gardez une note dans votre téléphone ou un petit carnet et à chaque fois que vous remarquez une pensée négative, notez-la. Puis posez-vous 3 questions. La première, est-ce que cette pensée est objectivement vraie? La deuxième, que dirais-je à une personne que j'aime si elle pensait cela d'elle-même? Et enfin, la troisième, quelle serait une version plus juste, plus bienveillante et plus constructive de cette pensée? Par exemple, au lieu de dire je vais échouer, peut-être dire je ne peux pas savoir le résultat avant d'avoir essayé. Et petit à petit, votre cerveau apprendra un nouveau langage, celui de la confiance. Voilà, j'aimerais vous laisser avec cette idée que nous passons toute notre vie avec nous-mêmes. Nous sommes la seule personne que nous entendrons chaque jour, du matin jusqu'au soir. Alors, autant que cette voix soit une alliée, plutôt que notre pire ennemi. Imaginons ce qui changerait si, au lieu de nous juger en permanence, on commençait à nous encourager. Si, au lieu de nous rappeler nos erreurs,
on se rappelait aussi tout ce que l'on a déjà traversé et accompli. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous avons simplement besoin de devenir un peu plus doux avec nous-mêmes, et ce chaque jour. Parce que les mots que nous nous adressons construisent la personne que nous devenons. Alors je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'il n'est pas obligé de croire toutes les pensées qui traversent son esprit. Et si vous aimez Derrière la porte bleue, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est un petit geste qui permet au podcast de toucher d'autres personnes en quête de sens, de sérénité et d'épanouissement. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et écoutez la voix qui vous élève, pas celle qui vous enferme. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à interagir en likant ou alors en commentant pour que l'on puisse échanger. Et si vous souhaitez être averti de la sortie du prochain épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit clic peut paraître insignifiant, mais cela peut faire toute la différence pour le podcast. Alors je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous.